Bien, bonsoir et bienvenue à tous dans cette salle 5 qui vous a fait donc passer par un autre endroit du Collège de France. Donc là, vous voyez les recoins du collège. Et bienvenue donc pour cette quatrième et dernière conférence du professeur Michael Lackner de l'université de Erlangen-Nürnberg, qui nous a emmenés, alors enfin malheureusement ça se termine déjà, mais qui nous a emmenés donc dans ce qu'il a appelé un périple. Un périple qui se termine sous le péristyle, hein, donc comme on l'appelle au collège. La dernière fois, donc, si certains d'entre vous étaient déjà là, vous vous souvenez que le professeur Lackner a abordé la question du libre arbitre dans le cadre de sa réflexion sur les relations entre divination et philosophie. Et là, il faut quand même rappeler que dans le Cluster of Excellence qu'il dirige à Erlangen, le professeur Lackner, en fait, dirige des opérations qui, on pourrait dire, sont mondialisées avant la lettre, puisque il s'agit en fait de recherches sur la prognostication et la divination, principalement donc sur le domaine chinois et d'Asie orientale, mais aussi d'intégrer donc des historiens qui travaillent sur le Moyen Âge européen. Donc c'est peut-être ça qui lui a inspiré justement l'intégration de cette réflexion sur le libre arbitre, évidemment, qu'il a présenté comme telle qu'elle est formulée, par exemple, par quelqu'un comme Tobanaka. Donc, bienvenue à la dernière station donc, de ce périple. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, le périplus, une circumnavigation. Je ne vais pas récapituler, disons, la première et la deuxième conférence. La première, c'est plus ou moins a été consacrée à la pensée liée au classique des mutations, une espèce de tentative de conciliation de la cosmologie avec la divination, d'une part, effectuée par Zhu Xi, mais pas par mal d'autres aussi. Deuxièmement, le concept des voix mineures, des xiaotao, surtout en ce qui concerne le rapport entre lettrés et experts, les espèces, les possibilités de rencontre entre ces deux représentants de la société, et troisièmement, donc, la liberté et le libre arbitre, comme ça a été évoqué à l'instant. Donc, primo, vous voyez ici le manque de conceptualisation. Enfin, un exemple, le jésuite Bouliot qui traduit le libre arbitre par Zizhuan, qui est mal connoté, une connotation extrêmement négative, parce que ça provient. Cette citation même provient du Zhongyong, donc de l'invariable milieu, paragraphe 29, si je me souviens bien, où c'est appliqué à un vilain. C'est le vilain qui agit de son propre chef. Voilà. Alors, on ne sait pas très bien si Bouliot était conscient de cette connotation négative, ou alors s'il s'était décidé intentionnellement d'utiliser cela pour changer effectivement le vocabulaire chinois ou pour influer sur le vocabulaire chinois. J'ai travaillé pas mal d'années sur cette traduction de la Somme de saint Thomas qu'il a faite. Enfin, en partie au moins, il est mort avant de pouvoir l'achever, etc. Donc après, on s'est... j'ai consacré enfin, un tout petit bout de cette conférence à une sélection, mais très sélective, effectivement, très, très étroite, de la terminologie utilisée pour vous démontrer aussi, pour prouver
qu'il n'existe pas de terme générique, effectivement, comme il n'existe pas d'équivalent à ce que on appelle la divination, effectivement. Donc pas d'équivalent, pas de terme générique, ce qui pose problème, bien sûr. Et puis, je vous avais présenté plusieurs exemples d'interprétation erronée aussi, des problèmes d'exégèse philologique. Ben, ici, on a à voir, disons, avec une prière, même une prière, aux esprits lumineux qui résident effectivement dans les outils de la divination, ce qui est intéressant. Ce n'est pas, disons, une instance, une autorité supérieure ailleurs, comme les ancêtres, le ciel, etc., mais c'est l'esprit qui est une espèce de ligne, n'est-ce pas, que j'ai longuement expliqué, qui réside effectivement dans ces outils-là. Donc voilà, là je vous ai présenté quelques exemples de plusieurs interprétations erronées. Donc ici, il s'agissait d'un problème philologique parce que le bonhomme, l'interprète, qui a traduit ça pour son empereur, effectivement, Han Wudi, n'a pas tenu compte de la première partie de cette phrase. Donc, il a prédit une victoire et le résultat a été une défaite, mais complète, de l'armée de l'armée Han contre les Xiongnu. Là, on assistait, dans cet exemple, on assistait à une procédure, mais graduelle, de la composition d'un hexagramme. Alors, le bonhomme, ici, s'attendait à ce que ça devienne ça, chienne. On s'est arrêté à la 5e ligne, et puis ce qui en résultait, c'était ça, faire retraite. Donc, juste le contraire de ce à quoi il s'attendait. Donc, c'est des problèmes de la méthode utilisée, effectivement, pour interpréter un gua. Et là, j'ai évoqué brièvement Heinrich von Kleist, n'est-ce pas, et l'élaboration progressive des idées pendant le discours. Mais ici, l'élaboration progressive des idées pendant l'acte de la divination même, ce qui m'a frappé quand même. Et là aussi, une faute d'interprétation, parce que là, quelqu'un se demande du destin de son père, qui est gravement malade. Et alors, la paix, c'est quelque chose de très grand et de très prometteur, et il part complètement optimiste de cet oracle. Mais un témoin qui, justement, était dans les parages, n'est-ce pas, a vu cela et a dit, alors, là, vous avez la terre au-dessus du ciel, et en plus, Tien représente le Père. Alors, le Père va être enterré dans 2-3 jours, ce qui fut le cas. Donc, voilà, encore une interprétation erronée, trop optimiste de cet hexagramme. Donc, j'ai évoqué brièvement quelques ouvrages qui sont souvent cités pour des interprétations variées. Là aussi, un chroniqueur fidèle, effectivement, Shang Binghe, un chroniqueur surtout des interprétations erronées qui allaient mal, effectivement. Donc il y a un certain cynisme, même dans cet ouvrage qui est assez long et qui est assez élaboré. Et puis bon, je vous ai présenté aussi d'une façon assez brève, là, le court traité de Judicis Astrorum de Thomas d'Aquin, pour vous expliquer la différence avec certaines approches chinoises. Donc, les lieux de liberté, la possibilité finalement aussi de négocier, de pouvoir négocier avec son destin, soit moyennant la magie, donc toutes sortes de devises apotropaïques, etc., soit en empruntant une conduite morale
ce que propose Zhu Xi, effectivement, et là, il y avait des citations que je vous ai montrées. Donc aujourd'hui, je parlerai de l'impact de l'histoire sur la divination, et l'histoire est vue ou considérée comme un véhicule de la sagesse. Donc on pourrait, à juste titre, on pourrait se demander pourquoi l'histoire entre dans une question, y a-t-il une philosophie de la divination chinoise? Mais j'espère qu'au bout de cette conférence, vous avez quand même saisi tout à fait, un tout petit peu comme moi, ce que ça signifie. Donc ici, on a... je commence sur l'un des feuillets de l'oracle du temple chinois, qui fera aujourd'hui l'objet principal de ma conférence. Apparaît à l'endroit le plus important la phrase suivante que je vous montrerai d'ici peu. Madame Mengjiang se rend à la Grande Muraille et en plus petit caractère, pour ainsi dire en commentaire, figurent encore ces mots, vêtements divers, pleurs et faim sur 10 000 lieues. Avec cette image que connaît vraiment toute personne issue d'un entourage sinophone, je l'espère au moins, s'ouvre un champ d'association dévoilant les horizons de décision pour le questionneur. C'est bien lui ou elle dont il s'agit dans le questionnement de l'oracle, réduisant la complexité et donnant à la fois des directives pourtant jamais tout à fait précises. Le questionnaire reconnaît plutôt un modèle, un schéma, un pattern tout à fait précise. Une image type, on pourrait dire. Pattern, comment traduire ça en français? Bien que ce... On dit pattern. Muster. Ah non, ça existe quand même, le muster. Bien que ce modèle, schéma, image type puisse être, comme c'est le cas ici, un événement transmis par l'historiographie, mais cependant peut-être même un fait semi ou totalement légendaire, il possède la caractéristique d'être une histoire garantie par la tradition en tant que story, mais aussi history. La reconnaissance de forme, modèle, pattern, donc, occupe une place importante dans le domaine de l'informatique, comme tout le monde sait, surtout l'informatique médicale d'aujourd'hui, bien que naturellement je ne sois pas à même de faire une conférence sur la pattern recognition dans ce domaine. Cependant, j'essaierai d'aborder brièvement la question touchant le rapport entre pattern recognition et construction d'une théorie, toutefois en m'appuyant sur le contexte chinois. Ce que j'ai déjà fait en parlant du Xi Zizhuan, du grand commentaire du classique des mutations. Je parlerai encore un peu plus en détail de l'image de Madame Mengjiang et d'autres schémas de l'exploration du futur et de la prise des décisions. Mais en premier lieu, je voudrais vous parler d'un séminaire que nous avons organisé récemment en commun avec un ethnologue londonien à propos de l'oracle chinois du temple. Après une brève introduction concernant le mode de fonctionnement de l'oracle, que nous aborderons un peu plus tard, nous avons demandé aux participants quels événements de l'histoire occidentale se sont transformés en images utilisables de portée plus ou moins universelle. M'est alors venue à l'esprit l'expression « aller à Canossa » et la déclaration bismarckienne en plein cœur du Kulturkampf « Soyez sans crainte, nous n'irons pas à Canossa, ni par le corps, ni par l'esprit ». Mais aller à Canossa serait par conséquent, employé au sens général, une expression signifiant une soumission humiliante, même si, dans le cas de Bismarck, le sens originel anti-romain est encore tout à fait manifeste. Cette expression ne doit pas nécessairement être mise en relation avec l'Église catholique romaine. Me rendre, par exemple, à une instance de la faculté qui nourrit manifestement une animosité contre moi et que j'essaye, par une attitude de soumission, de gagner à ma cause, peut être très bien désigné ainsi. Alors, on connaît tous cette situation, cette espèce de situation.
D'autres participants dans ce séminaire citèrent le passage du Rubicon, image type, donc pattern, signifiant une décision irrévocable heurtant des traditions révolues. L'image de Austerlitz ou Waterloo, par contre, est beaucoup plus banale, vu qu'on pourrait la remplacer tout simplement par une défaite catastrophique ou une victoire glorieuse. Il en est de même pour l'évocation de mécène, mécénas, désignant un donateur d'une grande générosité. Malheureusement, je n'ai guère d'exemples à vous donner et j'espère que vous en trouverez d'autres du même genre. Ensuite, toujours dans le cadre de ce séminaire, nous nous sommes posé une autre question. Sur cet arrière-plan de l'oracle du Temple, quelles possibilités aurions-nous de créer des images types à partir de l'histoire occidentale, images qui correspondraient au modèle chinois? C'est une étudiante, d'ailleurs, qui a remporté le prix en citant Christophe Colomb. Un oracle nommé Christophe Colomb, tu cherches quelque chose et tu en trouves une autre. Tu trouves autre chose. Et ce serait vraiment un oracle more cynico. À travers ces réflexions, j'ai tenté, pour ainsi dire, de vous amener par un détour à une des spécificités de l'oracle du Temple. Je vais maintenant expliquer ce phénomène de plus près. Imaginez que vous ayez une question qui, au sens plus large, le plus large du terme, ait quelque chose à voir avec ce que l'assyrologue Stefan Maul appelle la gestion de l'avenir. Vous vous rendez à un temple, ici c'est Huangda-Xian à Hong Kong, mais ça pourrait être des temples dédiés, consacrés à Guanyin, à Guandi et à beaucoup de divinités, enfin toute une panoplie de divinités. Bien sûr, le questionnement pourrait avoir lieu également à la maison, mais l'atmosphère sacrée, qui souligne parfois, mais pas forcément, le caractère sérieux aussi bien de la question que de la réponse, peut y être favorable. Vous prenez un réceptacle dans la main qui s'appelle tiantou, les bâtonnets magiques, les tiges magiques dont a parlé tout récemment Stéphanie Omola, ainsi présente, qui contient en général, en règle, 100 bâtonnets numérotés. Vous le secouez, il faut quand même que je vous montre. Ça, c'est un objet banal, mais quand même, non, il y en a avec beaucoup plus de dignité. Vous le secouez jusqu'à ce que l'un d'entre eux tombe. Et ça requiert une certaine technique, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un tas de ces bâtonnets qui tombent. Voilà. Dans la plupart des cas, vous ajouterez une procédure supplémentaire, à savoir la question de vérification posée à l'aide de 2 disques en forme de croissant de lune que vous devez lancer. Ça peut se faire avant, après, ce n'est pas tout à fait réglé, disons, ce procédé. Mais bon, je ne vous parle que d'un de ces procédés, le plus répandu, je pense. Le bâtonnet tiré ou lancé par moi, est-il celui qui correspond à mon problème? La réponse peut varier. Elle dépend de la position des disques. Dans le cas d'une réponse négative, je répète éventuellement le lancement, car il s'agit bien d'un lancement dans le cadre du sortilège ou de la cléromancie, jusqu'à ce que les disques soient disposés de la bonne manière, donc que le bâtonnet soit la bonne réponse à ma question. Je peux même poser la question sans avoir accès ou sans prendre recours à ce tiantou. Ou bien j'abandonne, car je ne peux pas répéter la procédure ad libitum si elle est exécutée sérieusement. Ces disques peuvent tomber essentiellement de 3 manières. La bonne, que vous voyez là, à savoir quand un disque tombe du côté plat et de l'autre du côté arrondi, c'est yin-yang.
réponse sacrée, Shengjiao. Si les deux tombent de sorte que la partie arrondie se trouve en haut, il s'agit de la réponse irritée, Nujiao. Irrité, c'est déjà un euphémisme, n'est-ce pas? Parce que c'est l'ire des dieux ou de la divinité qui se traduit par cela. La divinité est contrariée par la question. Et la troisième est la réponse qui rit, Xiaojiao, quand le côté plat est tourné vers le haut, de sorte que les disques peuvent vaciller. La divinité rit de la question, elle se tord, pour ainsi dire, de rire, ou du fait que le questionneur connaît au fond déjà la réponse. Donc la question n'avait pas de sens. Munis du numéro du bâtonnet, nous nous rendons ensuite à une armoire, souvent proche de l'autel, qui, en règle générale, contient de petits feuillets également numérotés. Ces réponses, ou une partie de leur texte, sont généralement attribuées à la divinité à laquelle le temple est consacré, parfois même à une divinité, ou souvent même à une divinité bouddhiste. Les évaluations peuvent être parfois extrêmement différentes. Malheur, salut, désastre, grand bonheur, ou aussi haut, 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 milieu haut, salut, équilibré, bas équilibré, etc., etc. Ça peut être très différencié. Ou alors vous achetez un petit bouquin, n'est-ce pas, un petit livre qui vous donne les mêmes réponses. C'est un peu moins cher éventuellement, mais ça n'a pas la dignité de se rendre à cette armoire, n'est-ce pas, et d'en tirer la bonne réponse sur le feuillet. On peut remonter la trace de l'oracle du temple jusqu'au IXe siècle à peu près, le premier texte conservé datant de 1250. C'est jusqu'à présent la forme d'oracle la plus répandue dans le monde sinophone. Je parlerai plus tard d'oracles encore plus anciens. Qu'avons-nous obtenu après être allés à l'autel ou à cette armoire? Une devise, serait-on tenté de dire, un jugement. Regardons de plus près donc le feuillet mentionné sur Madame Mengjiang. Dans l'une des versions, et il en existe beaucoup, à Taïwan, on a récemment publié 6 volumes qui traitent uniquement de l'oracle du temple taïwanais. Alors, figurez-vous le nombre d'oracles qui sont toujours présents sur le continent. Et à Hong Kong, bien sûr, et dans le monde sinophone, à Singapour, etc. Donc, une des versions où l'ouverture déjà citée, Madame Mengjiang se rend dans la Grande Muraille, vêtements d'hiver, pleure et faim sur 10 000 lieues. Et cette introduction est suivie d'un poème, fleuve après fleuve, montagne après montagne. Aurais-tu pensé que ce chemin devienne toujours plus pénible? Quoi que tu cherches à changer, tu ne parviendras pas à le surmonter. Ce qui doit arriver, arrive. Que sera cela? Tu n'attendras jamais la paix. Tu n'attendras jamais la paix. Ce poème, bien sûr, n'a pas d'auteur, à l'instar, et nous devons supposer, à l'instar de Werner Bank, qui est le premier à avoir publié une étude détaillée, trop détaillée peut-être, en quelque sorte, parce que ce qu'il a trouvé, c'est plus de 420 exemplaires de copies, et il y en a plus, bien sûr. Toujours est-il qu'il est le premier à avoir publié une étude détaillée, la seule jusqu'à présent, sur l'oracle du temple, que c'est la divinité du temple elle-même qui parle ici, bien sûr. Dans ce cas, le rapport entre poème et le personnage historique peut être établi directement, ce qui est une exception. Il s'agit de la légende de Madame Mengjiang, dont le mari avait été condamné à la corvée sur la grande muraille de Chine. Elle attendit son retour pendant des nuits et des jours. Elle cousit des vêtements chauds pour lui et se mit finalement en route pour la grande muraille. Lorsqu'elle y arriva, on lui dit que son mari était mort et que son corps avait été emmuré dans la grande muraille.
Elle pleura longtemps devant la grande muraille, si fort qu'une partie de la muraille s'écroula et libéra le cadavre. Cette histoire occupe une place centrale dans la littérature populaire narrative et plus tard également dans la littérature populaire dramatique, et elle remonte aux sources les plus anciennes, en partie au Zhuojuan, deuxième moitié du IVe siècle avant notre ère, le Shuoyuan, le Lienujuan. On peut consulter Wild Idema qui, en 2008, a consacré une monographie à ce thème populaire. Donc, les poèmes jouent un rôle, dont j'ai déjà parlé, particulier dans la divination chinoise, surtout dans le phénomène appelé spirit writing, écriture planchette, dans lequel une divinité descend dans un médium qui transmet fréquemment des messages de la divinité sous forme de poèmes. Cela se passe aujourd'hui encore, et nous pensons à Plutarque, qui, déjà vers le 1er siècle après Jésus-Christ, se demandait pourquoi la Pythie ne transmettait plus, ne composait plus des poèmes. Et aujourd'hui, on a encore, on est confronté avec toutes sortes de poèmes. En outre, on peut supposer qu'une divinité consultée dans le cadre de l'univers spirituel de l'oracle exerce une influence sur le questionneur qui l'oracle du temple. Ce belief system part d'un principe d'analogie et non de causalité. Nous nous souvenons que Carl Gustav Jung parla pour la première fois du principe de synchronicité dans sa nécrologie sur le sinologue Richard Wilhelm. Je cite, « La science du I Ching, donc I Ching, ne repose pas en effet sur le principe de la causalité, mais sur un principe jusqu'à présent non désigné, car non existant chez nous, que j'ai qualifié à titre d'essai de principe de synchronicité. » Je parle du belief system que Jung a partagé ou a rendu explicite, si vous voulez. Un événement extérieur, ici le bateau des tombés, reflète un état d'âme. Ce qu'on appelle l'inconscient, c'est davantage que le conscient. Mais retournons au rapport entre la littérature et l'histoire. La littérature narrative chinoise est née de l'esprit de l'historiographie. Le Zhuojuan déjà mentionné, qui comprend de nombreux passages narratifs, est un commentaire des annales de Confucius, que Confucius aurait écrites dans une langue sobre et laconique sur son pays natal. Le Shōzhenji de Ganbao, ça c'est pour les spécialistes, premier recueil systématique d'histoire sur l'apparition des puissances surnaturelles et qui au fond représente le prélude à la nouvellistique, apparaît 8 siècles plus tard et prétend compléter les récits dynastiques officiels. Ces dernières aussi, à commencer par les mémoires historiques de Sima Qian, terminées au 1er siècle avant notre ère, contiennent de forts éléments narratifs. Donc, pas de belles lettres sans prétention historiographique. Et le conte du petit chaperon rouge, lui aussi, commencerait mon récit Nico par une remarque indiquant le lieu de naissance du petit chaperon, l'endroit d'où était originaire son père, quel était son nom et de quelle famille il provenait, et peut-être même un commentaire sur les premiers résultats scolaires. Plus tard, je parlerai encore plus en détail de ce phénomène. À cela s'ajoute le fait que d'innombrables événements historiques se retrouvent figés dans des proverbes, fréquemment sous la forme de ce qu'on appelle chengyu, donc d'expressions composées de 4 caractères. La langue parlée, elle aussi, devient plus imagée et, pour ainsi dire, plus érudite par cette orchestration à l'aide des chengyu. Juste un exemple, vers la fin du IIIe siècle avant notre ère, les armées de Xiangyu, de l'État Chu, l'un des derniers représentants de la Chine féodale d'un côté, ainsi que de Liu Bang, qui fondera la dynastie des Han, de l'autre, se faisaient face. Dans une sorte de showdown, Xiangyu sera, la veille de sa défaite, c'est la fameuse bataille de Gaixia, encerclé par l'armée adverse, ce qu'il remarquera quand, des 4 côtés, résonnent les chants de l'État Chu.
Le général de l'armée adverse, un certain Hanxin, voulait affaiblir le moral de l'armée Shu, et pour cela, il appliqua la tactique évoquée. Il commanda à ses soldats, ainsi qu'aux prisonniers de Chu, de chanter des chants de ce pays. Les chants de Chu rappelèrent leur patrie aux soldats encerclés et affaiblirent leur esprit de combat. Même leur commandant Xiang Yu crut qu'une partie de l'État Chu était déjà conquise, ce qui n'était pas le cas. Donc, il se trouvait pris au piège. Aujourd'hui, on emploie ce Xiang Yu pour désigner une situation sans issue, mais une situation provoquée, au fond, par une ruse. Comme nous l'avons déjà dit, ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Tous ceux qui utilisent cette expression ne sont pas censés en connaître exactement la teneur historique qui, dans ce contexte, se voit figée en un archétype. Retournons maintenant à l'image type, donc le pattern de Madame Mengjiang. Le poème est ici suivi d'une explication dans laquelle on associe le questionneur, pour ainsi dire, dans le sens d'une concrétisation, d'un resserrement, on peut même dire. Donc, explication, sortir, ne pas en parler. Prospérité, il faut craindre qu'elle ne vienne pas. Mariage inopportun, affaires officielles, c'est-à-dire entre autres des procès, pas bon. Demande de pluie, petit et pas grand. Objet perdu, difficile à trouver. Ce sont des questions concernant la vie quotidienne de l'homme qui se trouvent mutatis mutandis, d'ailleurs, aussi sur les feuillets conservés de l'oracle de Dodona à Épire en Grèce. Dans la phrase d'un oracle du Temple analysé par Werner Bank, ce n'est pas le numéro 42, mais le numéro 12. Donc les différences sont grandes quand même. On y lit « Mengjiang nu apporte des vêtements d'hiver. Le chemin devant vous, poème, quoique ça ne se voit pas, je ne suis pas doué pour traduire des poèmes chinois. Vous est vraiment préoccupant. La mélancolie est inéluctable. À y penser de près, ce sont plus de milieux, des montagnes et des fleuves d'une immensité infinie. Évaluation défavorable. Explication, il veut avancer, je veux reculer. Quand les affaires quotidiennes sont difficiles à exprimer, elles sont négligées par tous. En rêve, on obtient des trésors. Après le réveil, ils ont tous disparu. Chercher une aiguille dans l'eau signifie gaspiller tout son temps et sa peine. Et les exemples de concrétisation, toujours, c'est, disons, une échelle graduelle qui va de haut en bas, n'est-ce pas? Prospérité. Comment est-ce que je peux utiliser pour ma situation personnelle actuelle cet oracle? Prospérité, pertuga espéré. Ce qui n'étonne pas, vu que Madame Mengjiang a perdu son mari. Là. Voyage, obstacle sur le chemin, mariage malheureux, objet perdu, difficile à chercher, affaire officielle, chercher l'entente. Nous voyons là que divers oracles du Temple utilisent différents niveaux de concrétisation. Dans la version de Werner Bank, le poème est suivi d'une explication en prose, et seulement après, les affaires de la vie quotidienne sont abordées. Néanmoins, le contenu des deux feuillets de l'oracle est presque identique, justement parce qu'il s'agit d'un pattern, d'une image type. Déjà dans le classique des mutations, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, avec ses 8 signes primordiaux composés de 3 traits et ses 64 figures, hexagrammes, fait apparaître une sorte de schéma, non seulement dans le nom des hexagrammes, par exemple la querelle, l'armée, l'enthousiasme. Les noms, d'ailleurs, n'étaient pas stables pendant très longtemps, mais aussi dans les textes accompagnant ces signes, par exemple dans ce qu'on appelle le texte jugement, le Tranze. Numéro 40, par exemple, délivrance. Le sud-est est favorable. Quand il n'est plus nécessaire d'aller quelque part, il faudrait penser au retour. Mais quand il y a quelque chose à faire, il faudrait le faire immédiatement.
et le commentaire sur l'image. Et oui, on trouve ce terme déjà, le pattern, donc dans les anciennes versions de l'ouvrage, le tonnerre résonne et la pluie se met à tomber, l'image de la délivrance. L'âme noble excuse les fautes et pardonne les méfaits. Dans ce qui suit, je ne vais pas parler des textes accompagnant les 6 lignes, mais notons brièvement que ceux-ci représentent, pour ainsi dire, aussi une concrétisation détaillée, soit un autre niveau de concrétisation. Dans le texte de l'oracle que je viens de citer, il n'existe pas au premier plan de rapport directement reconnaissable à un événement historique, bien qu'il y ait des hexagrammes dans lesquels ce rapport peut être tout à fait être rétabli. Quoique difficilement, grâce par exemple aux recherches de Li Jingchi ou de Gerhard Schmidt ou pas mal d'autres. Pourtant, il s'agit bien d'une image type. Elle est beaucoup plus cryptique que l'image de Mengjiang, Madame Mengjiang, mais il s'ensuit l'idée d'une situation dans laquelle doit s'effectuer la prise de décision, et c'est la raison pour laquelle ce terme qui se trouve aussi dans la terminologie militaire, situation, paraît plutôt approprié. Relâchement d'une tension, indulgence et faire table rase, afin que la délivrance qui vient de commencer puisse se faire sans heurts. Nous avons affaire à une typologie de 64 situations censées réduire la complexité du monde, mais qui, en même temps, demande un effort, ce que j'ai montré la dernière fois, très complexe d'interprétation en raison de l'hermétisme de leur formulation, car leur interprétation doit être rattachée à une question concrète. La description générale de la situation doit fournir hic et nunc, l'interprétation de ma situation spécifique. Le classique des mutations est devenu partie intégrante du canon confucien, mais dans un sens plus large, c'est un bien commun à tous les érudits d'obédience taoïste et même bouddhiste. Voir par exemple le commentaire du moine Oui Zhixu, explication des mutations d'après le Chan, le bouddhisme zen, et bien sûr aussi un sutra qui contient une instruction comment vérifier l'état actuel de mon karma à l'aide de certains dés de forme hexagonale. Le professeur Guo Liying va certainement se souvenir du petit workshop qu'on a eu à Erlangen il y a 6 ans à peu près. Donc les calendriers et les Allemands, dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, la seule reconnaissance des formes, modèles, patterns, ne suffisait apparemment plus à satisfaire tous les besoins intellectuels. Et il s'ensuivit des commentaires qui établirent un rapport entre l'ouvrage et le savoir numérologique et cosmologique. Voilà pour la possibilité et éventuellement même pour la nécessité, dont j'ai déjà parlé, mentionné au début de cette conférence, ou de cette série de conférences, de la construction d'une théorie issue de la seule reconnaissance des formes qui, en même temps, la transcendent. On pourrait longuement parler des calendriers, des almanachs chinois qui indiquent à l'utilisateur les jours favorables et défavorables à certaines activités, qui reposent, et eux aussi, sur ces schémas. Et naturellement, dans ce contexte, comme dans l'horoscope, le temps et la date jouent un rôle beaucoup plus important que dans l'oracle. Il en va de même pour l'horoscopie. Donc revenons à l'oracle du Temple. Il partage avec le traité, avec le classique canonique des mutations, la variété des versions. Au lieu du jugement, il y a un poème. Au lieu de l'image, parfois une explication. Pour les commentaires sur les lignes, nous pouvons appliquer le transfert aux questions du quotidien. Pourtant, dans de nombreuses versions de l'oracle du Temple, pas dans toutes d'ailleurs, loin s'en faut, la devise est historique. Afin d'éclaircir le rapport entre l'histoire et la divination, j'aimerais vous présenter encore 2 autres feuillets de l'oracle.
numéro, dans une des versions que j'ai utilisées, la devise 38 à la devise suivante. Liu Bei, répété 3 fois, Kunming dans la cabane au toit de paille, 3 parties. Ça peut vous paraître assez énigmatique, je suppose. Au IIIe siècle, à la fin des dynasties Han, l'empereur Han vit son pouvoir décliner. De nombreux chefs de guerre se partagèrent le pays. Liu Bei, qui prétendait être un parent éloigné de la famille impériale Han et qui jusque-là avait été plutôt la proie des chefs de guerre, entendit parler de l'intelligence phénoménale de Zhuge Liang. Alors, en dépit de sa position sociale très élevée, il lui rendit visite 3 fois dans sa cabane d'ermite, la cabane au toit de paille, afin de le persuader de devenir son conseiller. Zhuge Liang portait le surnom de Kunming. Lorsque Liu Bei obtint enfin la permission de lui parler à sa 3e visite, Zhuge Liang lui expliqua comment le monde, tout ce qui est au-dessous du ciel, Tianxia, s'était divisé en 3 parties, les 3 royaumes, et ce qui en résultait pour lui. Zhuge Liang devint alors immédiatement son conseiller principal. Donc, le poème est le suivant. Le nom, c'est aussi la renommée et la gloire aura de l'importance au milieu. Le cœur s'apaise de lui-même sans devoir prier. Vous voit comme les jours passent, matin après soir. Au bon moment, le milieu prendra de l'importance. Et les exemples de concrétisation pour les questions quotidiennes sont à peu près les suivantes. Là, j'ai fait une sélection. Mariage équilibré, affaires officielles concernant les fonctionnaires, c'est toujours le guangui, n'est-ce pas, les fonctionnaires comme des diables, effectivement, des démons, les litiges, etc. Indulgents et harmonieux. Demande de pluie, pas encore. Visiteurs, arrive dans 3 jours. Hiver des années, tout est en ordre. Célébrité, inoccupée. Objets perdus, on peut les chercher. Et prospérité, 6 à 7 dixièmes. Donc, Les 3 royaumes, Sanpo-Yeni, est un roman du XIVe siècle qui raconte la période turbulente entre 208 et 280, lorsque 3 États se disputaient l'hégémonie sur le sol chinois. Il faut interpréter ce roman également comme une exégèse des sources historiques, parce qu'il y a bien une histoire dynastique de cette période. Ce roman fait partie des œuvres les plus populaires du monde sinophone. Le sujet de ce roman est présent sur plusieurs formes, d'ailleurs aussi en Corée, au Vietnam et au Japon. Livres d'enfants, films, séries télévisées, jeux de cartes stratégiques, émissions de radio, récitations en soirée dans les parcs, mais surtout, déjà depuis le XIIIe siècle, dans le théâtre chinois. On peut affirmer, à juste titre, que pour un habitant de l'Asie de l'Est, mais en particulier du monde chinois, il est impossible de ne pas connaître ce sujet. Alors qu'en Allemagne ou en France, le fait de connaître l'expression « aller à Canossa » suppose un certain niveau de culture. Il n'y a dans le monde asiatique aucune barrière culturelle empêchant la connaissance de ce sujet et des scènes principales du roman. Des expressions telles que 3 visites à la cabane de paille, la bataille de Bowang, Zhuge Liang pris pour le vent de l'Est, emprunter des flèches avec des bateaux en paille, la stratégie de la forteresse vide, etc., sont omniprésentes. C'est peut-être un tout petit peu un déclin, mais j'ai vu des chauffeurs de taxi qui le connaissaient à merveille. Juste septembre dernier, par exemple. Donc omniprésente, et beaucoup d'entre elles indiquent qu'il s'agit d'un savoir stratégique, car en dépit de tout le respect dû au roman, l'aspect psychologique est quand même un tout petit peu négligé. Tout le monde connaît très bien les 3 royaumes, mais très peu de citations tirées des entretiens de Confucius.
Le roman des Trois Royaumes fait littéralement partie du patrimoine et est tout au plus comparable à l'importance qu'avaient jadis peut-être La Fontaine, les contes de Grimm, de Andersen, etc. Mais voilà, ce sont des contes et non pas l'histoire, non de l'histoire. Le poids de l'histoire pèse lourd. Les Chinois, les Coréens et les Japonais ont un faible pour les vastes séries historiques à la télévision. L'adaptation télévisée des Trois Royaumes compte environ plus de 90 épisodes. Imaginons 90 épisodes sur la vie de Charlemagne, ou si vous voulez, celle de Clémenceau. Il ne s'agit pas seulement de l'importance littéraire de cet ouvrage que je viens d'évoquer brièvement, mais ici c'est l'histoire qui parle à chacun, qui est consulté pour toute situation. Il n'est pas étonnant que les Trois Royaumes occupent une place importante dans l'oracle du temple chinois, car il s'agit de directives d'action, d'outils de décision. Dans un texte d'oracle présenté lors d'une conférence à Shanghai septembre dernier, 18% du contenu était des scènes des Trois Royaumes. Nous sommes ainsi parvenus à la question du rôle joué par l'histoire dans la divination. Et l'histoire comme modèle de sagesse, et comme modèle surtout, parce que l'impact de Confucius, et même des entretiens de Confucius, ne réside pas uniquement dans ce qu'il a dit, mais des façons dont il a agi, n'est-ce pas, dont il a présenté un modèle pour agir. Donc l'histoire ici, c'est la même chose, n'est-ce pas? Ça sert de modèle quasiment philosophique, si je peux dire. Donc c'est pour légitimer un tout petit peu le sujet de cette conférence, dans le cadre de la série des conférences. Donc, comme j'ai dit, nous sommes ainsi parvenus à la question du rôle joué par l'histoire dans la divination. Nous assistons ici à l'archétypisation d'événements historiques valables pour toutes les situations correspondant au pattern, au schéma. Chaque feuillet de l'oracle se rapportant à un moment de l'histoire, c'est également un moment aere perennius. Avant toi, il y avait toujours quelqu'un. Avant toi, il y avait toujours une situation qui ressemble à la tienne. C'est peut-être rassurant, car tu n'es pas seul, mais tu n'es pas unique non plus, loin s'en faut. Là, il y a vraiment une différence considérable dans l'emploi d'un événement historique, dans les proverbes ou locutions du monde occidental. Ce n'est que si Canossa ou le Rubicon apparaissaient sur une carte de tarot que nous serions au même niveau que les Chinois pour ce qui est du traitement de l'histoire. Toutefois, les civilisations occidentales ont aussi, elles aussi, produit quelques images similaires d'une profondeur semblable. Seulement celles-ci proviennent des domaines de la religion, de la mythologie et des légendes. Pensons au cheval de Troie, un cadeau des Danaïens, tombée de Charybde dans Scylla, un travail de Sisyphe ou un travail d'Hercule, la fidélité des Nibelungen, la question de la compassion chez Perceval, le baiser de Judas, mais à la plupart de ces images, peut-être pas toutes, nous pouvons rattacher une situation comparable à une situation chinoise. Soit dit en passant d'ailleurs que nos ancêtres connaissaient sans aucun doute un nombre beaucoup plus élevé et un nombre beaucoup plus important de ces images. Et c'est ainsi qu'on pourrait oser en tirer une conclusion inverse, peut-être un tout petit peu précipitée, à savoir que l'histoire chinoise a une tendance à se transformer en vérité mythologique. C'est la raison pour laquelle le mythe fut interprété dans un sens historique depuis l'aube de l'humanité chinoise. La mythologie telle que nous l'entendons joue un rôle tout au plus secondaire. Le dompteur des flots U, le Ta-U, le grand U, entre autres, apparaît dans le classique des documents, pourrait, comme beaucoup le présument, avoir été à l'origine une sorte de reptile, mais dans la tradition, il est devenu empereur. Le prix à payer pour l'historisation du mythe
est une orientation vers le symbolisme mythologique, la schématisation de l'histoire. C'est pourquoi, dans le monde chinois, il y a très peu de choses qui échappent à l'emprise de l'histoire. L'exemple suivant, le dernier, est tiré d'une pièce de théâtre qu'on trouve dans l'Opéra de Pékin et dans beaucoup d'autres variantes locales du théâtre chinois. La copie que j'ai utilisée, c'est le numéro 35, mais ça se trouve sous d'autres numéros. Les numéros, il paraît que les numéros au premier plan, c'est-à-dire au début de l'oracle du temple, comme nous le connaissons aujourd'hui, que les numéros aient eu un sens, un certain sens numérologique, que je qualifierais de numérologique, mais ça a été perdu, paraît-il. Je n'en suis pas sûr, mais je n'ai pas vérifié tout à fait, mais d'après ce qui me semble, il n'y a aucune relation du numéro avec le contenu, justement, de la devise. Alors, Wu Han assassine sa femme. Ce feuillet de l'oracle repose sur l'histoire suivante. Le grand général Wu Han rentre chez lui en triomphe. Il vient de capturer le rival de l'empereur, Liu Xiu. Il a déjà épousé la fille de l'empereur, Wang Mang, et est en droit d'espérer d'autres honneurs. L'empereur Wang Mang, qui entre 9 et 23 après Jésus-Christ, fut le chef d'une courte dynastie du nom de Nouveau Qin, passe pour un usurpateur, l'un des méchants types du folklore chinois. La mère de Wu Han fait échouer les projets de son fils, lui ordonne de libérer le prisonnier, de détruire le drapeau portant l'insigne de son rang et de tuer sa femme. Pourquoi ? Parce que Wang Mang a fait exécuter le père de Wu Han, qui avait donné sa vie pour la dynastie des Han, pour la dynastie Han, interrompue brièvement par Wang Mang. Finalement, Wu Han ne supporte pas de la tuer et elle se suicide. Alors, le poème correspondant est le suivant. Dans cette affaire, il faut agir avec circonspection. Les étranges métamorphoses du chemin qui est devant toi, tu les connaîtras forcément. Veille à ce que soit en équilibre ce que tu perds et ce que tu obtiens. Lentement te libérant de toute chose, tu atteindras la grande paix. Et les exemples de concrétisation, sortir, pas bon, gestion des affaires quotidiennes, difficile à effectuer, célébrité au milieu, demande de pluie, vient en l'espace d'un jour, mariage bon, objet perdu, cherché longtemps, puis trouvé. J'aimerais faire 3 remarques à ce sujet. Premièrement, même une pièce de théâtre ne se déroule pas dans n'importe quel cadre, mais dans un endroit que l'on peut dater avec précision et est lié à un personnage historique, ici le méchant usurpateur Wang Mang. Deuxièmement, je ne conseillerais à personne de tuer sa femme, mais dans le contexte du schéma qu'on trouve ici, il s'agit d'un sacrifice basé sur 2 normes morales de la Chine traditionnelle. La piété filiale, car Wu Han obéit à l'ordre de sa mère, et d'autre part, la loyauté face à une dynastie menacée. Le sacrifice rétablit l'ordre du monde, mais le chemin est certes bien difficile. Et troisièmement, on peut conclure, à l'aide de la demande de pluie, n'est-ce pas, qu'on a vu dans beaucoup d'autres de ces feuillets, que nous connaissons d'autres exemples précédents, que l'oracle ainsi que les almanachs sont des textes hautement préservateurs, même conservateurs, qui conservent des consignes archaïques et en partie des conseils pour une société agraire. Mais c'est précisément le caractère préservateur qui caractérise le rôle de l'histoire à l'intérieur de cette forme de divination. Il s'agit là vraiment de l'historia magistra vitae. Certes, non pas comme chez Cicéron des oratores, destinés à l'orateur, qui n'existe d'ailleurs pas en Chine. Il n'y a pas d'orateur en Chine. Regardez un peu les discours de Mao Zedong. Ni non plus comme dans les recueils postérieurs d'exemples destinés aux gouvernants, mais destinés à tout le monde, à toi, à moi, à tout moment,
quand une question importante nous préoccupe. Dans sa publication Historia Magistra Vitae, je cite en allemand quand même, über die Auflösung des Topos im Horizont neuzeitlich bewegter Geschichte, donc c'est sur la disparition du topos, Historia Magistra Vitae, Reinhard Koselleck a montré comment le scepticisme d'abord, puis le côté radicalement nouveau du début des temps modernes, de ce qu'il appelle par ailleurs période charnière, Sattelzeit, ont miné la confiance dans la possibilité d'apprendre des cas précédents, ainsi que dans la croyance en ceux-ci en sens plus général. Nous ne fions plus de l'histoire. Cependant, la conclusion que l'on peut tirer pour la Chine, qui, de quelque manière que ce soit, elle aussi est parvenue à l'époque moderne, est tout autre. La lecture préférée de Mao Zedong n'était pas le Capital, ni non plus le manifeste communiste plus simple, mais on sait que c'était le roman des Trois Royaumes qui aurait inspiré cette stratégie. Et à côté d'autres formes de prédiction de l'avenir, des millions de personnes consultent aujourd'hui aussi l'oracle du Temple, dans la plupart des cas dans le Temple même, mais il y a déjà des versions pour téléphone portable. Une période charnière aurait-elle fait défaut ou le lien avec l'histoire, d'aucuns parleraient même d'enchaînement à l'histoire, peut-il survivre de nos jours dans d'autres civilisations que la civilisation occidentale? L'historien taïwanais Huang Junjie note dans un article « The defining character of Chinese historical thinking » la pensée chinoise est centrée sur l'histoire et tourne autour d'elle. En Chine, être humain, c'est être historique. Les Chinois croient que nous sommes humains parce que nous pensons et nous nous comportons dans une dimension historique. Il a peut-être un tout petit peu exagéré, mais ça peut sembler très abstrait, et c'est pourquoi je vous ai présenté aujourd'hui un effet inhabituel de ce propos. L'attachement aux images types, exemples d'histoire, est à mon avis un cas spécial d'une tendance générale à la typologisation qui caractérise la culture chinoise. Dans le contexte d'aujourd'hui, je ne peux pas m'appesantir davantage sur ce sujet, qui pourrait faire d'ailleurs partie d'une autre conférence, l'objet d'une autre conférence. Mais juste à l'aide de quelques exemples suivants pour les spécialistes, plutôt, on peut dire que toutes les activités humaines, bien au-delà du domaine de l'histoire, sont classées par type. Dans la calligraphie, la peinture, par exemple, l'or mince, Shoujin, pour le style de l'empereur Huizong. En ce qui concerne la littérature, citant seulement l'œuvre Wenxin Diaolong, écrite au VIe siècle, qui, à côté de la théorie des genres, présente aussi des types tels que vent et os, caché et en fleurs, nourrir l'énergie vitale, etc. Dans l'œuvre datant du Ve siècle chez Shuo Xinyu, qui comprend plus de 1100 portraits de caractère, on trouve des titres de chapitres tels que arrogance, négligence, franchise, ressentiment. Je dois en rester à ces allusions sommaires. Vous avez peut-être remarqué que beaucoup de ces catégorisations sont très émotionnelles. Et en effet, la langue chinoise présente une grande richesse d'expression pour ce qui est des émotions. C'est aussi le cas pour le lyrisme, en partie depuis la poésie régulière de la dynastie Tang, ce qui a eu pour conséquence peut-être que jusqu'à maintenant, il existe un si vaste répertoire de description de la nature qu'il est presque impossible de formuler une description originale des différentes formes de montagnes, de la pluie, du vent, de la lune et de leur effet sur l'homme. Ce sont des modules, dans le sens de l'historien de l'art Lothar Lederose, du type au stéréotype, et de ce dernier au cliché kitsch, il n'y a souvent pas loin. La richesse, pourtant, en images types, qui peuvent être utilisées ici et maintenant, c'est énorme. Mais là aussi, il y a un embarras du choix. Si 60, 64 ou 100 images types
peuvent refléter les situations auxquelles nous sommes exposés, ne sommes-nous pas non plus limités à elles dans nos décisions? Pourquoi pas des milliers de tels algorithmes? Pourquoi ne pas renoncer complètement à tout modèle, car anything goes? Il m'est difficile de donner une réponse. Dans une situation où les civilisations occidentales semblent avoir décidé de renoncer largement à leur histoire et où les algorithmes de l'actualité immédiate ont pris le dessus, tantôt pour des intérêts commerciaux, tantôt pour lutter contre la criminalité ou pour des raisons de changement climatique, l'attachement tenace des Asiatiques de l'Est à des schémas historiques paraît pour ainsi dire ringard. Mais voulons-nous vraiment, dans un geste de délivrance de leur déficit émancipatoire, leur proposer la renonciation post-canonique au topoi historique et en ersatz un nombre infini d'algorithmes très liés au présent ou un choix ad libitum pour remplacer leurs schémas qui, eux, du moins, promettent une orientation. Merci beaucoup de votre attention. Oui, bien, merci beaucoup. Je serais tentée de te demander de répéter la dernière phrase. Ok, Je dois faire au moins un paragraphe. Donc, bien, non, vraiment, merci pour ces 4 conférences extrêmement brillantes et captivantes. Et aussi divertissantes, hein, je dois dire, on s'amuse beaucoup. Alors moi je ne suis pas sûre en fait que l'expression aller à Canossa dise grand-chose à nos concitoyens français, hein. On pourrait faire un sondage. En tout cas, ce qu'on a entendu le plus à la suite du premier tour des élections législatives, c'est de la bérésina d'un certain parti. Donc là, je crois que nous avons en France conservé la mémoire, une mémoire napoléonienne, hein, napoléonique, parce que tout le monde connaît Austerlitz, Waterloo, la Bérésina, mais au-delà, ça devient plus flou, hein. Bon. Donc, je trouve comment dire, le propos d'aujourd'hui vraiment très intéressant parce que ça nous explique pourquoi les intellectuels chinois contemporains, même quand ils se présentent comme des philosophes, sont en réalité, à défaut d'être historiens, obsédés par justement comment dire, justement la modélisation historique. Ça, c'est très très frappant. Enfin, vous prenez n'importe qui, vous prenez Wang Hui, vous prenez n'importe qui, ce sont des gens qui pensent en termes d'histoire. Enfin, bon. Alors là, nous avons le grand paradoxe. Là, je vais arrêter sur mon dada parce que bon, c'est quand même pas moi qui fais les conférences ici. Donc, il y a ce grand paradoxe que les intellectuels chinois actuels donc ont ce mode de pensée historique, mais en même temps, ça n'empêche pas du tout une certaine forme d'amnésie. Alors, c'est là que justement la question de la divination, ou de la rationalité divinatoire, ou de la philosophie divinatoire devient quelque chose de très très problématique parce que est-ce que au fond on préfère pas se projeter dans l'avenir plutôt que se remémorer certaines choses qu'on n'a pas envie de se remémorer, hein. Bon, enfin ça c'est la grande question qui reste en suspens.